Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons vu que la base de l'amour était l'amour de soi. Et d'ailleurs, pour compléter cette vidéo, je vous invite à regarder une vidéo ici en lien d'une personne que vous connaissez sûrement, Christophe André, comment travailler son estime de soi. Je vous invite également à visionner ma première vidéo de cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Revenons à notre sujet du jour où nous allons observer ce qui se passe dans notre tête lorsque nous sommes amoureux. Quels systèmes, quelles hormones sont sécrétées dans chacune des étapes de ce magnifique sentiment. Et dans la dernière partie, nous verrons comment garder cette flamme allumée et vaillante, car oui, comme un bon feu qui donne chaleur et sécurité, ça s'entretient, sinon ça s'éteint. L'amour, ce sentiment complexe et universel, est souvent associé à une chimie subtile qui se joue au sein de notre organisme, mais particulièrement dans notre cerveau. Les neurosciences ont mis en évidence le rôle crucial de certaines hormones dans l'expérience amoureuse, et parmi elles, deux sont particulièrement étudiées. La dopamine et l'ocytocine. La dopamine, vous la connaissez, j'en parle souvent dans mes vidéos, elle est surnommée l'hormone du plaisir. Elle est libérée dans le cerveau lors d'activités gratifiantes comme manger, atteindre un objectif qu'on s'était fixé ou avoir des relations sexuelles par exemple. Dans le contexte de l'amour, la dopamine joue un rôle essentiel dans la phase d'excitation et d'attirance initiale. Elle crée une sensation de récompense et de motivation nous poussant à rechercher en permanence le contact avec la personne aimée. Elle nous rend plus attentifs aux signaux émis par notre partenaire, renforçant ainsi l'attachement. Elle provoque de l'euphorie et de l'énergie que l'on ressent plus intensément au début de la relation amoureuse. Deuxième hormone, l'ocytocine, appelée l'hormone de l'amour et de l'attachement. Elle joue un rôle crucial dans la formation des liens sociaux. Elle renforce le sentiment de sécurité et de confiance. Et si vous connaissez la pyramide de Maslow, ce sentiment est le deuxième à être rempli juste après les besoins physiologiques, comme manger et dormir. On peut donc considérer l'amour comme un véritable besoin vital. Elle encourage les comportements prosociaux comme la générosité, l'altruisme et la coopération. Et comme je l'ai déjà évoqué dans d'anciennes vidéos, nos ancêtres ont développé toutes ces caractéristiques, toutes ces facultés pour survivre à une époque où être seul était synonyme de mort certaine. Il existe d'autres hormones qui jouent un rôle dans l'expérience amoureuse, mais à un degré moindre. La vasopressine, par exemple, qui renforce les liens sociaux à long terme, en particulier chez les hommes. Cette hormone, comme l'ocytocine, est relâchée entre autres au moment des rapports sexuels et de l'orgasme. La libération de ces hormones augmente le sentiment d'attachement et la proximité entre les partenaires. Autre hormone secondaire, les endorphines. Ces neurotransmetteurs naturels ont des propriétés analgésiques et euphorisantes, atténuant le stress. Et quand on est dans les bras de l'être aimé, on ressent douceur, apaisement et bien-être. D'ailleurs, qui ne s'est jamais endormi sur le canapé dans les bras de son ou de sa chérie en regardant un film ou plus généralement après un gros câlin? La relation amoureuse passe par plusieurs étapes qui ont toutes un impact sur le cerveau. Connaître ces étapes et leurs effets permet de mieux comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons et nous permet de savoir comment faire pour entretenir une relation durable et épanouissante. Vaste programme. Pour chacune de ces phases, j'ai décidé de ne pas mettre de durée et de ne pas mettre de timing. Je trouve qu'il est très difficile d'être précis sur ce sujet car chacun vit sa relation à son rythme, avec son individualité et ses expériences. On va commencer par le commencement, la phase de l'attirance et de l'engouement. Lorsqu'une relation débute, notre cerveau est inondé de neurotransmetteurs du plaisir et de l'attachement. La libération de la dopamine et la diminution de la noradrénaline expliqueraient pourquoi on devient parfois obsédé par l'être aimé et que celle-ci ou celui-ci ne quitte plus nos pensées. Toutes ces hormones ont bien entendu un impact sur notre cerveau via l'augmentation du circuit de la récompense et la réduction de l'activation du cortex préfrontal. Ces éléments diminuent la rationalité et le jugement critique. Conséquences psychologiques, on constate euphorie, obsession, idéalisme vis-à-vis de l'autre. On ne voit que ses qualités. Ces systèmes cérébraux qui se mettent en place ressemblent beaucoup à ceux de l'addiction que nous avons étudié le mois dernier. Vous pouvez d'ailleurs la visionner via la playlist Addiction présente sur la chaîne. Après cette phase d'euphorie arrive la phase qu'on appelle lune de miel, de l'attachement,
un véritable ancrage émotionnel. À mesure que la relation progresse, le cerveau s'adapte et commence à renforcer l'attachement grâce à l'augmentation du cortex préfrontal, favorisant la prise de décision réfléchie, et grâce à la stabilisation du système limbique, cela diminue le stress et l'anxiété liés à l'incertitude amoureuse. Les conséquences de l'activation de ces systèmes sont la sécurité et la construction du couple. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent les premières frictions, mais celles-ci sont souvent surmontées justement grâce à l'attachement. Vient une troisième phase, la stabilisation ou la désillusion, l'équilibre ou le doute. Une fois que l'effet montagne russe des débuts s'atténue, le cerveau entre dans une phase plus stable. Il génère moins de dopamine, la passion intense diminue. Le couple tombe dans une certaine routine, mais il maintient les taux d'ocytocine et de vasopressine qui permet de renforcer la connexion affective. Quel impact ces éléments ont sur le cerveau? Eh bien, le cortex préfrontal prend de plus en plus de place, ce qui permet d'analyser la relation plus objectivement. On constate une diminution de l'activation du circuit de la récompense, rendant les interactions un peu moins excitantes qu'au début. Alors, je sais que j'avais dit que je ne parlerais pas de timing, mais c'est ce qu'on appelle dans l'imaginaire commun l'amour qui dure 3 ans. Conséquence, soit le couple trouve un nouvel équilibre en misant sur la complicité et les projets communs, soit il rentre dans une phase de désillusion où les défauts de l'autre deviennent de plus en plus visibles, pouvant entraîner des conflits jusqu'à la séparation. Ce qui me rappelle le superbe sketch de Florence Foresti, La femme amoureuse. Je vous mets le lien ici en vidéo, un peu de bonne humeur. Et tout ça débouche sur une quatrième phase qui va être soit la rupture, soit la consolidation. On va parler du plus difficile pour commencer, du plus douloureux, la rupture. Ça va engendrer stress et douleur psychologique. Les études ont même constaté que dans ce cas, il y a une activation des mêmes zones que celles observées lors de la douleur physique. C'est dire l'intensité du mal-être ressenti. On constate une chute des taux de dopamine et d'ocytocine, ce qui va provoquer un état de manque émotionnel similaire à un sevrage. Il existe aussi une augmentation du cortisol et de l'adrénaline causant stress et baisse d'énergie. Tout ça n'est vraiment pas joyeux, donc évidemment on préfère parler de relations durables et d'amour profond. Dans ce cas, le couple va s'engager dans un attachement stable, notamment grâce à l'ocytocine. Le cortex préfrontal, quant à lui, va devenir plus actif, favorisant une meilleure gestion des conflits. Le circuit de la récompense s'active encore, mais d'une manière différente. On n'est plus sur l'excitation immédiate du début, mais plutôt sur une satisfaction émotionnelle durable. Alors me direz-vous, comment faire pour entretenir cette flamme de l'amour? Avec le temps, notre cerveau s'habitue à la présence de l'autre, comme on vient de le dire. Il existe cependant plusieurs stratégies scientifiquement prouvées pour raviver la flamme et entretenir la relation sur le long terme. Et la première et sûrement une des plus puissantes, c'est de réactiver le circuit de la récompense, notamment en incorporant de la nouveauté. Pourquoi ? Parce que comme on l'a déjà vu, le cerveau adore la nouveauté, il adore la surprise, ce qui active la fameuse dopamine, la même molécule qui était en feu au début de la relation. Comment faire? Vous pouvez par exemple partir à l'aventure, en organisant des voyages, des randonnées, mais aussi des week-ends surprises. Vous pouvez aussi affronter certaines difficultés, à deux, ça peut renforcer le couple. Essayez une nouvelle activité en duo. Prendre des cours de cuisine ou des cours de salsa, ce qui peut mettre un peu de piment et de sensualité dans la relation. Un peu plus soft, aller faire du sport ensemble ou aller voir une exposition, une activité culturelle. Et bien sûr, sortir de la routine du quotidien. Avec, pourquoi pas, une nouvelle façon de se dire bonjour. Aller dîner dans des endroits originaux, mais sans que ça vous coûte trop cher. Vous pouvez simplement organiser un dîner avec bougies et fleurs dans votre propre chambre, ce qui est quand même beaucoup mieux que de regarder la télé ou le smartphone. Ça permet de renforcer les sentiments d'excitation et de complicité. Il est conseillé de maintenir le mystère et la séduction. C'est vrai que lorsque l'on connaît quelqu'un par cœur, l'effet de curiosité et de surprise diminue. Et c'est bien d'entretenir une part de mystère pour maintenir l'attraction. Vous pouvez créer du manque positif, avoir des moments séparés plus ou moins longs pour mieux se retrouver par la suite. Plus c'est long, plus c'est bon. Se faire désirer, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, en prenant soin de soi physiquement, mais bien entendu aussi mentalement. Et double effet qui se coule, ça renforce l'estime de soi dont on a parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Restez dans la séduction, avec des petites actions, des petites attentions spontanées, des petits massages, des compliments, des gestes. Ça maintient la sensation de désir grâce à l'imprévisibilité et ça relance la dopamine. Profitez de l'hormone de l'attachement,
l'ocytocine en activant des contacts physiques, des moments de connexion profonde. Et je vous propose un exercice intéressant à faire en couple. Mettez-vous face à face, assez proche, sans pour autant rentrer dans le cercle de l'intimité, c'est-à-dire à plus de 45 cm, mais à moins d'1 mètre. Après, vous regardez profondément dans les yeux de l'un et de l'autre, pendant 2 minutes. Allez vraiment chercher au fond du regard de l'autre. Mais attention, vous devez ni parler, ni vous toucher. Prenez ce temps pour observer, pour ressentir ce que ça fait en vous, les sensations, les sentiments, les émotions qui sont générées par cette connexion. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en privé ce que vous avez vécu, je suis assez curieux de vous lire. Vous pouvez multiplier les gestes tendres, les câlins, les baisers, les massages, ou juste effleurer l'autre quand vous passez à proximité, ça peut être surprenant. Et puis vraiment prendre du temps pour des moments d'intimité et de complicité. Alors je sais, il faut un temps pour le travail, un temps pour la famille, un temps pour les enfants, un temps pour vous et un temps pour le couple. Ça fait beaucoup de temps et on a l'impression d'en manquer tout le temps. Alors je vous mets un lien TEDx de Laura Vanderkam sur la gestion du temps. Elle comptabilise plus de 9 millions de vues. Alors oui, je sais, encore un TEDx, je crois que je suis vraiment addict. Laura Vanderkam nous dit quoi? Que le temps est une question de priorité, de ce qu'on veut vraiment mettre dans nos vies. À réfléchir. Prenez donc du temps pour vous remémorer, vous rappeler des souvenirs positifs et revivre des émotions fortes du passé. Ça va augmenter l'attachement et le sentiment de sécurité dans la relation. Et puis on le dira jamais assez, essayez le plus possible de réduire le stress, de renforcer la connexion émotionnelle. Le stress tue le désir et la connexion en augmentant le cortisol qui bloque généralement le circuit de la récompense. Alors comment faire? Déjà, apprendre à communiquer sans conflit, à gérer les tensions rapidement. Allez voir les travaux de Thomas Danzenbourg sur la communication non violente. Je vous mets un lien, c'est vraiment un de mes mentors dans ce domaine. Je pense qu'il devrait même vraiment être enseigné à l'école. Vous pouvez pratiquer des activités relaxantes ensemble, du yoga, de la méditation, des balades en nature. Quelque chose qui vous oxygène, qui vous libère l'esprit. Et puis, rire le plus souvent possible. L'humour stimule la dopamine et renforce le lien. Ce qui a pour effet de diminuer le cortisol, comme on a vu tout à l'heure, d'augmenter l'ocytocine, et ça développe une relation plus détendue et plus harmonieuse. Cultivez la gratitude et le regard positif sur l'autre, car avec le temps, on a tendance à plus se focaliser sur les défauts, au lieu d'apprécier ce que l'autre nous apporte, au lieu d'apprécier ce qui nous a plu chez lui au début. La gratitude active les zones de plaisir et d'attachement. Ce sont les mêmes schémas qu'on a vus ensemble avec l'amour de soi et l'autocompassion. Alors évitez les reproches et valorisez les efforts de l'autre, ça va activer le circuit de la récompense et les émotions positives. Bénéfices, l'amour et le respect sont renforcés. Pour résumer, en jouant sur la dopamine avec la nouveauté et la surprise, en jouant sur l'ocytocine avec des contacts et de la tendresse, et en réduisant le stress, on fait durer l'amour et on renforce la complicité sur le long terme. Comme d'habitude, ne chamboulez pas tout votre fonctionnement. Allez-y étape par étape. Et surtout, communiquez, échangez. Demandez à votre amoureux ou votre amoureuse quelle stratégie il ou elle voudrait essayer en premier. Être attentif à son propre fonctionnement et à celui de l'être aimé, comprendre que chacun de nous est unique et donc que tout le monde n'a pas les mêmes attentes et les mêmes mécaniques, c'est avoir les clés pour bâtir une relation épanouissante et durable. La semaine prochaine, pour continuer notre aventure sur l'amour, nous parlerons des différents types d'amour que l'on rencontre tout au long de notre vie. Merci une nouvelle fois de m'avoir regardé et écouté. Bien sûr, partagez, likez et abonnez-vous. Et à la semaine prochaine sur Projet Neuro-Hypno. L'amour, l'amour, l'amour.